Quand il m'est arrivé de vouloir dire des choses, ça a été insupportable aux gens. J'ai vu par exemple dans ma famille, un jour on était réunis, comme ça il n'y a pas très longtemps de ça, donc c'était quand même plus de 40 ans après la guerre, j'ai dit à mes sœurs, mes frères qui étaient là, je leur ai dit finalement, je me suis toujours attendu à ce que vous me posiez des questions sur la déportation, que vous manifestiez une curiosité pour savoir quels avaient été les derniers moments de papa, de mon frère Bernard, de ma sœur Denise, enfin, ou ce que j'en savais, et jamais personne ne m'a posé la moindre question, et ça m'a surpris. Alors on m'a dit qu'on ne m'avait pas posé les questions parce qu'on avait peur de me faire du mal, de me faire souffrir en me faisant évoquer tout ça, et alors je vous raconte ça en long, comme ça, en longueur, mais ça a duré quelques secondes, et ma sœur Odette est tombée dans les pommes. En plein dîner, une vitre du balcon de cette pièce vole en éclats. Trois hommes, je crois que ça devait être 2 hommes, entrent par cette fenêtre qui a volé en éclats, revolver au poing, plongent sur nous littéralement, n'est-ce pas, et vocifèrent en allemand. L'un parlait mal le français, mais a parlé en français. Et donc, on a tout de suite compris, nous étions entourés, revolver au poing, nous étions à table. Mon oncle avait une femme, qui était une belle femme d'ailleurs, et qui avait pris, je suppose, l'habitude, disons, de faire quelques pas de travers pendant l'internement de son mari, et qui a continué par la suite cette bonne habitude, et qui a pris pour amant un Italien. Et cet Italien trafiquait dans le marché noir, plus ou moins, et plutôt plus que moins avec les Allemands, et probablement la Gestapo. Et puis quand il en a eu marre de sa maîtresse, il a dénoncé tout le monde, nous y compris. Je ne réalisais pas. Je comprenais mal. Je répète, j'ai été un enfant très, très protégé, et pour moi, la brutalité, les coups, le bruit, tout ça m'était plus ou moins étranger. Vous savez, ce dont je me souviens, c'est plus le côté émotionnel de la chose. Oui, enfin bon, c'est pas la peine de s'étendre. J'avais 15 ans. J'étais avec mes parents, on avait arrêté ma mère. Enfin, c'était douloureux, quoi, c'est tout. Aujourd'hui, avec le recul du temps, on dit « mais pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Mais c'est très bien de partir, mais il faut avoir les moyens de partir, il faut avoir les moyens de vendre des biens, il faut avoir les moyens de déménager. Tout ça, ce sont des détails qui semblent aujourd'hui bassement matériels, mais qui prennent une importance considérable. Je rentre à la maison, toujours avec le tramway, et je vois en face, parce que c'était une maison au fond d'un jardin, avec une grille. Et je vois en face des gens à la fenêtre qui regardaient comme ça. Je trouvais ça assez bizarre. Je sonne à la grille, et je vois apparaître sur le seuil de la porte deux types, deux flics, machin, en tout cas pas mon père. Je prends mes jambes à mon cou et je commence à courir. Je tourne le coin de la rue et je commence à courir. Mais dans ce cas-là, et en général dans tous ces cas-là, quand il y a un truc comme ça, je perds mes moyens, ça me coupe les jambes. Et de toute façon, j'aurais pas pu courir assez vite. Et de toute façon, sommation, arrêtez-vous, stop. Je dois dire qu'à Drancy, en octobre 1943, personne ne parlait d'Auschwitz. Le mot même était inconnu. Enfin, moi, je ne l'ai jamais entendu, personnellement. Je ne peux pas vous dire que d'autres l'ont entendu. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Donc, on était... Vous savez, les gens dans le malheur veulent se donner confiance. Alors, cette distribution de zloty, ces reçus tamponnés, ces affirmations répétées qu'on va travailler, que les familles sont réunies. Le principal pour nous, c'était de rester ensemble, vous comprenez. Alors, on ne voulait même pas voir
des choses qui quand même frappaient les yeux, c'est qu'il y avait des enfants en bas âge, il y avait des vieillards, on se demande comment on aurait pu faire travailler des vieillards, il y avait des gens quasi grabataires. Et donc nous sommes arrivés toujours par autobus, toujours conduits par de braves fonctionnaires de la compagnie des autobus. Et on est arrivé à la gare de Bobigny. C'était des wagons de marchandises, n'est-ce pas, sur lesquels, sur le sol desquels on avait répandu de la paille. Ce n'était pas des paillasses, c'était de la paille. De la paille comme pour des bestiaux. Voilà, alors on s'est allongé sur la paille, certains se sont allongés, d'autres sont assis, d'autres sont restés debout. Puis alors, très rapidement, il y a eu une question d'air, parce que cette petite lucarne ne fournissait pas suffisamment d'air. Je ne sais pas combien on était dans ce wagon. Enfin, on était assez nombreux. Puis enfin, il n'y avait pas seulement l'air, il y avait des gens qui se trouvaient mal, il y avait des gens qui vomissaient, il y avait des gens qui criaient, qui pleuraient, il y avait d'autres qui faisaient autre chose. Enfin, très rapidement, la situation est devenue horrible. Dans les wagons à bestiaux, il y avait une petite lucarne en haut dans le coin du wagon qui était grillagée. Et j'avais réussi à griffonner sur... j'avais un petit agenda de poche comme ça, j'avais griffonné sur une feuille de papier à l'intention de ma mère quelques mots. J'avais mis « Maman chérie, il paraît que nous partons en Ukraine pour faire les moissons ». J'avais mis une pièce de monnaie, j'avais mis un élastique autour, je l'ai donc balancé sur le quai, sur la voie comme ça, peut-être un moment où on est arrêté, où on roulait, je ne sais plus. Et ma mère l'a reçu, elle me l'a montré plus tard, quand je suis rentré de déportation. Et il y avait un mot, c'était signé un cheminot, et c'était un mot très gentil, avec quelques mots d'espoir. Enfin. À un certain moment, le train s'est arrêté. On n'a plus rien entendu. Et puis brusquement, brutalement, la porte s'est ouverte dans un horrible fracas. Il devait être, je ne sais pas, 6 heures du matin. Enfin, au début de la journée. Mais alors, un fracas effroyable. La porte s'est ouverte. Et puis là, alors, des bruits. Des cris en allemand, mais des cris de fous. Des cris de fous. Pas des cris humains, des cris de fous. En allemand, los, raus, raus, raus. Et puis, la première vision d'hommes habillés en pyjama. Alors là, on n'a pas compris. Première vision, on a vu des soldats allemands. Là, on n'était pas étonné de voir des soldats allemands. Mais à côté de ces soldats, une multitude d'hommes habillés en pyjama rayés, avec des bonnets rayés. Alors là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'était presque irréel, absolument irréel. C'était un cauchemar, plus la fatigue du voyage accumulée. Évidemment, ça va sans dire. Le bruit, cette porte qui s'ouvre, et puis il y avait le wagon est haut par rapport au sol. Quand vous devez sauter d'un wagon, quand vous êtes fatigué, et quand vous savez quelle température il devait faire le 30 octobre à Auschwitz, il devait faire au moins moins 15. On n'est pas habitué à des températures comme ça. Et vous êtes fatigué, et qu'on vous demande de sauter, et qu'on vous donne des coups de crosse pour sortir, ou des coups de matraque en caoutchouc, des longues matraques, qu'on commence à vous battre. Alors, évidemment, les uns tombent sur les autres. Il y en a qui sautent, mais ils sautent, ils tombent par terre, les autres tombent dessus. Les femmes sont avec leurs enfants, elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas sauter. Les vieillards, il faut les porter, ils ne peuvent pas descendre du train. Enfin, vous voyez à peu près le spectacle. Plus tout cela, toujours les cris. Car le camp de concentration, c'est un concert permanent de cris. Les cris. C'était une époque où il n'y avait pas de chambre à gaz. Donc tout le monde rentrait dans le camp. L'extermination se faisait. C'était vraiment l'extermination. On n'assassinait pas les gens à l'arrivée en les gazant et en les brûlant. Tout le monde rentrait dans le camp. Et ceux qui parlent
de Birkenau en 42, en juillet 42, l'été 42. On parle comme l'enfer, quoi. On n'a rien connu de pareil après, ni nulle part ailleurs. Et ça s'explique par le fait que tout le monde entrait dans le camp, et que dans le camp, on était la proie des tueurs, et il y avait des gens très fiers du nombre de gens qui tuaient chaque jour. C'était généralement les droits communs allemands. On a séparé d'abord les hommes des femmes. Je n'ai plus revu mon père. On a séparé assez largement les deux groupes. Et ensuite les femmes des femmes. Et on a fait monter ma mère dans un camion. Et j'ai toujours eu d'ailleurs, j'ai toujours encore horreur de la marche. Mais je me suis dit, je suis jeune, je peux marcher, le côté BA, je fais ma BA, je vais marcher, je vais laisser les personnes plus âgées, alors que ma mère plus âgée avait 40 ans. 43, mon père en avait 43. Je vais laisser les gens fatigués. Moi, j'avais effectivement, au bout de 3 jours de voyage, je me dis, bon, même si c'est loin, tant pis, je marcherai. Je n'ai pas du tout perdu de force, ni je n'étais pas dans un état de déliquescence du tout. Ma mère non plus, du reste, mais bon, on l'a entraîné. Et très curieusement, ceux qui voulaient aller rejoindre ceux qui étaient dans le camion, on ne les empêchait pas. Donc si j'avais voulu, je serais allée. Bon, et puis les camions s'en vont, nous on nous fait mettre en rang, et on nous fait marcher. Et marcher, c'était un bon kilomètre, pas plus. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions, en me disant comment des camions pour faire 1 kilomètre. Alors je commence à me renseigner auprès d'internés comme moi. Où sont ceux qui sont là? Ils sont dans un autre camp. Bon. Ils sont dans un camp mieux que celui-là. Mais quand même, j'étais titillée par cette idée. J'étais pas tranquille. Puis de toute façon, j'étais séparée. Déjà d'avec mon père, mais ça me semblait relativement logique qu'il y ait un camp de femmes, un camp d'hommes. Mais être séparée de ma mère, qu'on me dise qu'ils sont dans un camp mieux que... Alors on arrive, on commence par nous emmener à la sauna, on nous déshabille, on nous rase la tête, les aisselles, le pubis, on nous emmène au tatouage. Entre-temps, je demande à tout ce qui passait à ma portée où sont les gens qui étaient dans les camions. Pratiquement la même réponse, dans un autre camp, dans un camp mieux que celui-là, dans un camp plus doux. Et puis, à l'endroit où on nous a tatoués, c'était dans une espèce de hangar, il y avait une femme allemande, une Aufseherin. J'avais fait de l'allemand au lycée, donc je parlais l'allemand. Non seulement je comprenais, mais je suis allée la trouver, ne sachant pas du tout à l'époque que les oukazes voulaient qu'on se présente avec son numéro, qu'on n'avait pas le droit de s'adresser à un Allemand. Il fallait attendre à un SS que ce soit lui qui s'adresse à vous. Mais n'étant pas du tout au courant de ce genre de truc, je m'adresse à elle et je lui dis où sont les gens qui sont partis avec les camions. Ils sont dans un autre camp, me dit-elle, elle aussi. Bon, je me dis, il faut quand même que je sache. Vraiment, ça me tourmentait beaucoup trop. Parce que je disais toujours, ma mère est partie sur le camion, où sont les gens qui sont sur le camion? Alors je vois une internée, une femme, une de celles sans doute qui tatouait les bras. Et je lui dis, dis donc, j'ai une copine qui était avec moi et qu'on a emmené en camion. Alors elle me montre la fumée qui sort par... je lui dis, tu vois, elle est peut-être là dans cette fumée. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, et là elle m'a expliqué. Tout de suite, je l'ai su donc dans les 3 heures qui ont suivi mon arrivée. Elle m'a expliqué le gaz. Chambre à gaz et puis ensuite crémation. J'avais envie de mourir, j'ai cru que j'allais mourir, je ne sais pas comment vous dire, j'étais anéantie, complètement anéantie. L'échec du début, c'est considérable parce que 8 jours avant, j'étais avec papa et maman, un petit garçon poli, gentil, pas très téméraire, j'étais pas un casse-cou, et je me suis trouvé balancé là dans cet univers sans transition, et le premier choc après cette arrivée comme ça infernale, ça a été de nous faire mettre tout nus. Moi j'avais 15 ans, j'étais pudique,
Ça m'était jamais arrivé de me mettre nu comme ça en public, et c'était intolérable. Et bon, aujourd'hui, évidemment, j'ai du mal à... On peut se dire que c'est pas grand-chose, hein, mais j'étais un petit garçon pieux, avec le sens du péché, avec une pudeur, bon. Et il a fallu se mettre tout nu devant tout le monde, et à ce moment-là, on nous a tondus et rasés. Alors on a défilé, et puis en un rien de temps, c'est tous trouvé le crâne rasé, et on nous rasait les poils. On m'a rasé les poils sous les bras, on m'a rasé les poils du pubis, on nous faisait mettre accroupis en écartant les fesses pour nous raser les poils autour de l'anus, et moi j'ai subi tout ça. J'avais pas le moindre poil, mais on m'a rasé, on a passé le rasoir partout. On vous tatoue un numéro, donc c'est l'abandon de votre identité, vous n'êtes plus qu'un matricule. Mais le matricule, on ne le met pas sur vos vêtements, c'est-à-dire on le met également sur le vêtement, mais on vous le met dans votre chair. 51 055, en allemand ça se dit 51.055. En polonais ça se dit 51 055. En russe ça se dit 51 055, à quelque chose près. Je veux dire que c'est quelque chose qu'on apprenait à comprendre très vite dans toutes les langues, parce que si on ne répondait pas tout de suite, nos tortionnaires avaient un interprète, qu'ils appelaient d'ailleurs le Dolmetscher, un interprète en allemand. C'était un bâton avec lequel on nous tapait dessus, ce qui nous permettait de comprendre plus vite. Et c'est comme ça que j'ai appris des langues étrangères. Et notre première nuit, ça m'a frappé. On nous a d'abord dit de nous coucher. Alors on s'est couché. C'était donc des lits à plusieurs niveaux, si je puis dire, sur des paillasses. Bon, alors on s'est endormi. Le mot est un peu fort. On a essayé de trouver un certain sommeil. Et puis, 1 heure après, toutes les lumières s'allument. Des gens entrent en criant « Debout, debout !» et tapent avec des bâtons sur les lits pour faire encore plus de bruit. Et puis ils nous tapent dessus « Sortez plus vite, sortez plus vite !» Alors, celui qui est au 3e étage, pour descendre en bas, il tombe sur celui du 2e. Celui du 2e, qui est plus ou moins endormi, il ne sait pas comment descendre, il tombe sur celui du 1er. Le 1er reçoit des coups, comme le 2e est tombé sur le 1er, il reçoit aussi des coups. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire une description de tout ça. Donc, on nous réveille. On nous fait mettre en rang, garde à vous, en rang. Alors, vous savez, tout le monde n'est pas apte à avoir un garde à vous irréprochable. On crie encore, on commence à vous compter, parce qu'encore un autre phénomène concentrationnaire, on compte toujours. On compte les détenus sans arrêt, comme si on pouvait s'échapper toutes les 5 minutes. Alors on nous compte, on nous recompte en rang, on nous recompte, il y en a encore un qui passe. Tout ça c'est du cinéma, tout ça c'est du spectacle, du grand guignol. On nous recompte, on crie, on donne quelques coups à droite à gauche, puis on dit bon, maintenant vous pouvez remonter vous coucher. Alors on remonte, on éteint les lumières, on se couche, 2 heures après, hop, exactement la même chose. Enfin, on nous a réveillés comme ça 3-4 fois dans la nuit. Exactement toujours le même rituel, et nous étions épuisés, parce qu'on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Alors ensuite, il y a eu la cérémonie de la soupe. Alors on a vu arriver de grands tonneaux, je ne sais pas, peut-être de 50 litres, des tonneaux de fer, des barils de fer, des récipients considérables, très, très grands, qui devaient contenir environ 50 litres de soupe. Et là, donc, on nous a donné des gamelles, on a distribué la première soupe. Alors, petite parenthèse à la fois macabre et drôle. Moi, j'étais un enfant gâté. Et quand ma mère me servait de la soupe, je lui disais que je n'aimais pas la soupe.
Et ma mère me répondait toujours, tu verras quand tu iras faire ton service militaire, tu te souviendras de la soupe de ta mère. Et tu seras très content, quand tu rentreras à la maison, de manger la soupe de maman. On m'a servi la première soupe à Auschwitz, qui était immonde. Je ne l'ai pas mangée. Et quand j'ai pris la gamelle de soupe que j'ai goûté, que j'ai mis de côté, celui qui m'avait, l'un des capots qui était là, il y avait des capots, il y avait également ce qu'on appelait dans le jargon concentrationnaire les Stubedienst. Stubedienst, c'était le préposé, l'adjoint du chef de bloc pour faire le nettoyage. Enfin, c'était déjà des fonctions que j'ai su par ultérieurement très éminentes. Très éminentes. Donc, il a vu que je n'ai pas mangé ma soupe. Il m'a donné un coup de matraque. Je suis tombé par terre immédiatement. La gamelle est tombée. Il m'a dit, mais tu verras dans quelques jours, tu viens venir lécher par terre cette soupe. Dans quelques jours, tu te regretteras. Tu lécheras mes chaussures. Et puis après, ça a commencé le travail. Et c'était encore l'enfer, puisque je vous dis, à cette époque, on était en plein été, on travaillait, on faisait, je me souviens d'un travail qui consistait à porter ce qu'on appelait des tragues, c'est-à-dire c'était des espèces de caisses en bois avec de chaque côté comme des brancards. Il y avait un type devant, un type derrière. On chargeait ça de terre et de cailloux et on allait le porter ailleurs, on vidait ça. Et les caisses étaient affreusement lourdes. On courait sur un chemin où de chaque côté il y avait des gens avec des bâtons, ce qu'on appelait les Facharbeiter et les capots, qui nous tapaient dessus pour nous faire courir plus vite. C'était fait sans esprit de rendement ni d'efficacité. C'était des fois on creusait un trou pour en boucher un autre et on recommençait. Et tout ça sous le soleil, avec une grêle de coups qui tombait de partout, avec les hurlements, dans une langue qu'on ne comprenait pas, en tout cas que je ne comprenais pas. Et c'était l'affolement. Alors voilà, avec un type devant, avec des chaussures en bois aux pieds qui nous faisaient trébucher, tomber, dans la boue où les chaussures s'enfonçaient. Il en est mort des quantités dès les premiers jours. La mine, elle n'était pas à 10 mètres du camp, elle était à 3 km environ du camp. Donc il fallait y aller à pied et revenir à pied. Donc y aller à pied dans des galoches de bois qui ne sont pas à votre taille, marcher sur des routes glacées ou marcher dans la neige avec des galoches de toile. On ne vous donne pas de chaussettes. J'ai omis de vous dire qu'on nous donnait des chiffons, des fameuses chaussettes russes. On s'entourait tant bien que mal les pieds avec ça. Très souvent, on avait les pieds écorchés par le frottement d'un tissu qui se pliait sous le pied. Et tout ça s'affectait très vite, très très vite. Donc, nous allions à pied dans ces mines. Et une des caractéristiques de ces mines, c'est que les SS ne descendaient pas. C'était trop dangereux. Je tiens à souligner une chose incroyable, c'est que les lampes de mineurs étaient des lampes à flammes ouvertes. Ce n'étaient pas des lampes réglementaires. Et vous savez que dans la mine, dans toutes les mines, il peut y avoir du grisou. Donc je n'ai pas besoin de vous faire une description de ce qui peut arriver lorsque la flamme est à nu. Bon. En plus, descendre dans une mine sans un casque, aucune mine au monde ne permettrait à quelqu'un de descendre sans casque. Nous n'avions aucun casque. Nous avions notre petit bonnet de toile. Et le soir, après le travail, on ramenait les morts, et puis ou les blessés, et puis il y avait l'appel. Et l'appel, c'était quelque chose d'interminable et d'insupportable. Et quand j'ai été malade, je vous ai dit que j'ai eu la dysenterie, et puis j'ai eu le typhus. Rester des heures debout quand on est malade, moi j'avais des syncopes.
Alors donc je commençais à plus voir clair, je voyais plus la baraque d'en face, et puis hop, je m'écroulais. Alors dès qu'il y avait de nouveau un contrôle, le SS qui passait pour compter, alors on me remettait debout. Alors là, j'avais mon frère qui était à côté de moi, qui me prenait par le bras, qui me remettait debout, et puis qui me traînait quand on revenait du travail, et des choses comme ça. Je me suis dit, si mes parents se sont saignés pour que j'apprenne le violon, c'est peut-être pour que ça me serve à quelque chose. Donc elle me prend à l'orchestre. Alors on m'emmène pour m'habiller de propre et de chaud et de confortable. Et on m'installe au troisième pupitre, c'est-à-dire faire les papa, c'est-à-dire très peu de responsabilité, juste un peu de présence, et puis bon, une de plus, et très bien. Nous étions une quarantaine. C'était une mine qui avait été désaffectée, parce que c'était une mine dangereuse, où il y avait des infiltrations d'eau, et que les Allemands, au moment de la guerre, ont évidemment tout utilisé, et ils ont réouvert cette mine. Et évidemment, ils n'ont pas trouvé mieux que de se dire, la main-d'œuvre dans cette mine, ce sera les Juifs qui vont descendre. À Fürstengrube, que des Juifs, sauf l'encadrement, qui était un encadrement, là, de droit commun. Officiellement, ça a été créé pour jouer des marches militaires, que l'on jouait à la porte de sortie du camp, pour faire défiler les femmes au pas, de manière à ce que les Allemands, les SS, puissent les compter 5 par 5, et elles défilaient gauche-droite, comme ça. C'était donc des marches militaires, ça c'était la raison officielle et, disons, utilitaire de la chose. Ceci dit, il aurait suffi qu'il y ait une grosse caisse et une paire de cymbales pour faire défiler des femmes au pas. Bon. Mais comme chacun sait, les Allemands sont musiciens, et ils en ont profité pour demander à ces femmes qu'ils avaient réunies pour en faire un orchestre de jouer des airs à la mode de l'époque, des valses viennoises, des extraits d'opérettes, voire d'opéra. Et nous répétions donc dans la journée ces choses qui étaient consignées dans sur une feuille, et qui était le programme, qui était tout ce que nous jouions. Il nous arrivait aussi de passer de très bons moments ensemble. On a eu des fous rires, on a eu joué un tour à un Russe qui veut vous voler, et que je me souviens d'un camarade qui est mort aujourd'hui, qui était plus jeune que moi, Charlie Slotnick. Sa mère quand on est rentré, sa mère avait une boucherie rue des Rosiers. Et lui, c'était un gamin, il devait avoir 11 ans et demi quand il est entré dans le camp. Et il était vif comme tout, c'était un garçon d'une intelligence exceptionnelle. Et il était très, très drôle, très gai, il avait énormément d'humour, et il était débrouillard comme personne. C'était un enfant, mais on lui parlait comme à une grande personne, et il répondait comme une grande personne. Quand il s'agissait de survie, il était en reste, il était super efficace. Et je me souviens d'une histoire, on avait réussi à nous passer à travers les barbelés, les gens qui travaillaient à la rampe, c'est-à-dire là où les nouveaux déportés arrivaient avec leurs affaires civiles et de la nourriture et dans leurs bagages et tout ça. Alors il y avait des fois des copains qui réussissaient à nous passer à travers les barbelés quelque chose, et nous on surveillait, on guettait on se baladait comme ça en ayant l'air de rien dans le camp à proximité des barbelés, et dès qu'eux nous faisaient signe, et si les SS qui étaient dans les miradors ne regardaient pas, hop, on descendait dans le petit fossé, on remontait de l'autre côté, on attrapait le paquet à travers les barbelés électrifiés, et puis on se sauvait. Alors nous, on avait nos copains qui travaillaient dans ce commando, Charlie et moi, mais il y avait des Russes qui, eux, observaient le manège et attendaient qu'on arrive, nous, avec la nourriture qu'on avait récupérée, pour nous la faucher. Et alors le petit Charlie, un jour, on était ensemble,
il est parti en courant avec son paquet à la main, il est rentré dans une baraque, sous le premier matelas du premier lit, il a caché son sac, il est parti en courant, tous les Russes derrière lui, et puis quand ils l'ont rattrapé, il n'y avait plus rien. Donc ça nous a fait rire pendant longtemps, le fait de leur jouer des tours. Les rapports étaient assez tendus entre les polonésariennes et les autres. Exemple, le 14 juillet, nous avons demandé l'autorisation de nous mettre dans la salle de musique pour chanter la Marseillaise et faire une petite fête à notre façon. Et tout d'un coup, il y a la tête d'une des Polonaises qui se fait voir par l'entrebâillement de la porte en disant « Qu'est-ce que c'est c'est le 14 juillet, vous fêtez le 14 juillet ?» On dit « Oui, on est française. » S'étaient jointes à nous les Belges, les Grecs qui parlaient toutes le français. On dit « Oui. » Mais avec un ton de mépris. « Vous êtes juive, après tout, qu'est-ce que... » Nous étions juives, nous n'étions pas aussi françaises. Nous étions avant tout juives. Très vite, on nous a mis, mon frère et moi, à la Maurerschule, dans un bloc 16. Et au bout de 2 mois, j'ai été pris pour un transport, c'est-à-dire que j'ai été sélectionné pour quitter Birkenau. Mon frère, lui, est resté. Et je me suis retrouvé au bloc 7, à Auschwitz, où la Maurerschule a continué. Et c'était pas un bloc où on était spécialement protégé. Et on a passé des nuits de délire là-bas où on s'est fait. On avait affaire à un Blockeltester qui était le chef de baraque, qui était un droit commun qui était tout à fait délirant. C'était une espèce de brute, un taureau. Et la nuit, quand on se levait pour aller aux toilettes, il y avait tout un rituel. Alors, on était tous affaiblis, on était tous plus ou moins malades. Les envies d'aller au WC, c'était fréquent et c'était pressant des fois. Alors, il fallait se lever, il fallait prendre les chaussures à la main, avancer nu-pied jusqu'à un certain endroit. Après, il fallait chausser et puis après, il fallait se déchausser. Il y avait tout un rituel compliqué et il nous guettait. Et dès que quelque chose n'allait pas, il nous piquait au milieu de la nuit alors qu'on était mal réveillés, mal en point, et il nous faisait monter au grenier où il y avait les fenêtres ouvertes en plein hiver avec le sol en ciment. Il nous arrosait de seaux de flotte glacée et il nous passait à tabac et il nous faisait faire toute la nuit de la gymnastique. C'est-à-dire qu'on faisait des genuflexions, on sautait, on se mettait par terre, on se relevait, on faisait des pompes, tout un tas d'exercices, et si ce n'était pas bien fait, il y avait des coups qui partaient de partout, et le lendemain matin, après la nuit passée sous les sauts de flotte et les coups et les hurlements, on repartait au travail. Il faut bien comprendre une chose, que dans le camp, tout est fait par des détenus. Les SS, pratiquement, il n'y en a pas dans le camp. Tout le camp repose sur une pyramide hiérarchique de détenus. L'ESS, sa fonction, c'est de garder les extérieurs du camp, de garder le camp, de donner des instructions au sommet de la pyramide. Tout descend de la pyramide. Certains ont des fonctions, n'est-ce pas? Et ceux qui ont des fonctions sont ce qu'on appelle dans notre jargon les prominents, les privilégiés, car eux ont des fonctions, et qui dit fonction, ils sont mieux traités, mieux habillés, mieux nourris, pas battus, mieux logés même, mieux logés. Nos conditions de vie étaient, je vous dis, 3 étoiles par rapport aux autres. Nous étions d'ailleurs très enviés, à juste titre. Mais plus enviés encore que notre situation le voulait, parce que c'est vrai que nous étions bien habillés, c'est vrai que nous avions chacune un chalit et une bonne couverture chaude. C'est vrai que nous avions une douche tous les jours, ce qui était fabuleux. C'est vrai que nous n'étions pas dehors pour l'appel, car nous étions si peu nombreuses que dès que l'officerine arrivait, on était 40, on se mettait en rang, elle nous comptait, elle partait. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là, jamais dehors, donc par le froid, le vent, la neige, la pluie. Donc tout ça a été très, très positif. C'est vrai aussi qu'on ne nous volait pas sur la nourriture. Et que par exemple, le cubel de 50 litres de soupe était intégralement distribué en la remuant, et non pas comme dans d'autres blocs où on donnait le haut et le jus aux malheureuses premières, et puis le bas restait pour les chefs de bloc ou les capots. Tout ça était très important, mais nous n'avions aucun moyen
et je vais employer ce mot qui était d'usage là-bas, d'organiser, quoi que ce soit. Organiser, ça voulait dire voler, ça voulait dire se procurer, ça voulait dire tout ce qu'on veut. Il y avait des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. On essaie de se débrouiller pour avoir à manger, mais on ne vole pas. On ne vole pas à ses copains. On vole, bien sûr. On ne manque jamais une occasion de voler, d'abord. Là-bas, on appelait ça organiser. Donc il y avait les bons organisateurs, ceux qui dégotaient toujours quelque chose à manger quelque part, mais ne pas voler, ne pas mendier, ne pas faire du tort. À Birkenau et à Auschwitz, d'ailleurs, des sélections permanentes. Qu'est-ce que ça veut dire sélection? C'était un médecin SS qui passait dans le bloc, qui faisait mettre tout le monde à poil, et qui regardait l'épaisseur de vos muscles. Et la première chose qu'il regardait, c'était, vous savez, quand un individu commence à avoir une déchéance physique, c'est sur les fesses que ça se voit en premier. La clochardisation de l'individu, d'ailleurs à Auschwitz, la personne qui devenait physiquement en état d'éréliction totale, n'est-ce pas? On les appelait les musulmans. Pourquoi musulmans? Je n'ai jamais su, mais parce que le spectacle du musulman était peut-être faible, mince, maigre. Donc il faisait mettre tout le monde à poil, ce médecin SS, et puis celui qui lui paraissait ne pas avoir des muscles d'une certaine consistance, on appréciait le bétail. Celui dont les fesses n'avaient pas la fermeté, il ne vous tâtait pas. Au regard, au jugé, d'un côté, directement au crématoire. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, tout à l'heure, qu'est-ce qui est devenu des femmes et des enfants de mon convoi? Je n'ai jamais eu de nouvelles des femmes et des enfants. J'ai su seulement, en lisant le mémorial de Klarsfeld, que dans notre convoi sur 1000 personnes, nous avions eu le privilège d'entrer au camp pour 450 personnes. Tous les autres sont passés au crématoire dans la journée. Non seulement les femmes et les enfants, mais il y a eu des hommes qui ne sont pas rentrés au camp. Et sur les 1000 personnes, nous sommes revenus 33. 33 pour 1000. Les crématoires, les chambres à gaz, le crématoire, on le voyait fumer, on sentait l'odeur de chair brûlée dans le camp quand ça fonctionnait. Donc nous, les anciens, on savait tout. Les nouveaux ne voulaient pas croire, et on les trouvait évidemment naïfs et un peu irritants, parce que nous, on savait ce qui se passait, on savait tout, et on ne se berçait pas d'illusions, c'est-à-dire que je pense qu'on n'avait pas l'espoir qu'on en sortirait. Ah, vous pensiez que vous ne vous en sortiriez pas? Qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on s'en sorte, et que ça ne veut pas dire que quelque part on n'espérait pas quand même envers et contre tout, mais je veux dire qu'on savait qu'on ne sortirait pas. On savait aussi on pensait que les Allemands effaceraient les traces. C'est pour ça qu'on avait tellement, on éprouvait le besoin on voulait tant que ça se sache, parce qu'on se disait ils font tout pour qu'il ne reste pas de traces. Ils nous éliminent et ils élimineront les traces avec nous. Donc il y avait par exemple ceux qui travaillaient au Sonderkommando, qui eux travaillaient au four crématoire, qui sortaient les morts des chambres à gaz et qui les brûlaient dans les fours crématoires. Périodiquement, on les tuait et on les renouvelait. Donc on savait que c'était une pratique du camp que d'éliminer les témoins. Les transports arrivaient à un rythme vraiment infernal, au point que la chambre à gaz ne suffisait pas, n'arrivait pas à absorber tous les gens qui parfois faisaient la queue pendant 24 heures pour aller à la chambre à gaz et qui, étant devant notre bloc, entendaient que nous jouions de la musique. Il est évident qu'ils entendaient la musique et que moi j'ai parlé avec eux, je parlais le hongrois, je parlais avec eux. Il y a eu d'ailleurs à ce moment-là 3 filles hongroises qui ont été
qui sont entrées, elles, dans le camp, parce que là aussi, on en faisait entrer quelques-unes, et qui parlaient le hongrois avec les nouveaux arrivants. Et nous étions devant un dilemme épouvantable, leur dire, ne pas leur dire, nous qui savions où ils allaient. Moi, j'ai vu arriver à Auschwitz les convois. Il y a eu la période où les Hollandais sont arrivés, qui sont morts comme des mouches. On avait l'impression que plus ils venaient d'un pays très civilisé, plus ils étaient vulnérables et plus ils disparaissaient vite. Et le camp était rempli de Hollandais, et puis en 15 jours, il n'en restait plus. Ils avaient une épidémie de typhus ou de diarrhée ou de je ne sais quoi, ils disparaissaient. Et puis on a vu arriver, je me souviens des transports grecs. Les Juifs de Grèce sont arrivés et les Juifs de Hongrie sont arrivés. Les Hongrois arrivant en masse, ils ont ouvert un camp C, parce que nous étions le camp B. Ils ont, entre parenthèses, nous étions juste en face du camp des Tziganes et que nous voyions de loin, mais pas tellement loin, on les voyait évoluer. Ouais. Et puis un matin, on n'a plus vu personne, le camp était vide. Dire la date exacte, je ne peux pas, mais ça... Un jour, il y avait des Tziganes, le lendemain, il n'y en avait plus. Si les Russes n'avaient pas fait leur offensive au moment où ils l'ont faite en janvier 1945, s'ils l'avaient faite pour moi, je parle pour moi, 15 jours plus tard, je serais mort. Je serais mort de misère physique, totale. Je pesais 35 kilos, c'était fini. La faim de quelqu'un qui mange peu depuis des jours et des semaines, c'est une faim qui l'envahit tout entier. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre pensée, on n'est pas autre chose qu'une faim. Toutes les cellules crient famine. On maigrit, on fait des efforts prodigieux, des efforts physiques. On lutte contre le chaud, on lutte contre le froid, on lutte contre les coups, contre la panique, sans se nourrir. Et à ce moment-là, la faim, c'est quelque chose qui vous envahit totalement. On n'a pas de pensée. On n'est pas malheureux. On est affamé. La soif au camp. C'est qu'à Birkenau, il y avait de l'eau, mais c'était une eau ferrugineuse, et les Allemands, qui ne manquaient pas d'humour, avaient mis que c'était de l'eau non potable. Or, comme il n'y avait pas d'autre, on la buvait quand même. La soif. Ça a été une torture, la soif, vraiment. Et je m'étais promis à l'époque que j'entrerais jamais dans un bistrot sans demander 2 Perrier, 2 bières, 2 quelque chose. Et je ne l'ai pas fait. Vous savez, on parle de maladies. Les plaies, par exemple, les plaies, c'était épouvantable parce que même une petite plaie, ça pouvait entraîner la mort parce que ça s'infectait, on était en état de moindre résistance et ça ne guérissait pas. J'avais eu en même temps un phlegmon au bras qu'on a ouvert, la cicatrice est là, elle est très très jolie. On l'a ouvert, on n'a rien refermé, ça s'est refermé tout seul. Bon. Au bout d'une semaine, ça me démangeait terriblement. J'ai ouvert le pansement, il y avait plein de poux dans le pansement. Bon. Je suis sortie dans un état de faiblesse et de... absolument indescriptible. J'avais une gale purulente. Il y avait la gale, bien sûr. Beaucoup d'entre nous avaient la gale. Les poux, on avait beau être propre et s'épouiller tous les soirs, il y avait des poux. Je me suis trouvé des morpions entre les cils. Morpions. Elle démangeait, je tire, je vois un morpion au bout du cil. La dysenterie, c'est difficile d'expliquer à des gens qui sont en liberté. Nous, il fallait être propre, il fallait passer inaperçu. Et quand vous avez la dysenterie, que vous avez des diarrhées qui vous prennent comme ça, il faut courir aux toilettes, il faut courir au WC, et on n'était pas libre, on n'avait pas le droit, donc c'était épouvantable. Et dès qu'on sentait mauvais, tout le monde avait envie de nous taper dessus. Et c'était les appels qui duraient des heures, avec les boyaux qui vous tordent et une envie irrépressible d'aller à la selle. En plus, on était faible, on mangeait des cochonneries, on avait ces microbes qui nous travaillaient l'intestin. C'était quelque chose, c'était infernal aussi, c'était insupportable. Et donc il fallait se laver, il fallait laver les pantalons qu'on avait souillés, il fallait surtout pas
pas laisser voir qu'on était malade, pas laisser voir ne pas sentir mauvais, rester propre, etc. Donc c'était un souci incroyable. Les armées soviétiques arrivaient. Elles sont tellement arrivées proches, les armées soviétiques, c'est que le 10 janvier 1945, on a évacué le camp. Et on a évacué, pas seulement mon camp, mais tous les camps d'Auschwitz. Donc on a marché, il y a eu beaucoup qui n'ont pas pu marcher et qui ont été abattus directement par les SS et d'un coup de pied dans les caniveaux. Et comme ça, beaucoup sont morts comme ça. Cette marche a été meurtrière au maximum. Ou bien c'était des gens qui tombaient d'épuisement parce qu'ils arrivaient précisément après de longs mois de séjour dans les camps et ils ne pouvaient plus. Et puis soudainement, j'ai entendu un cri. Les SS ont dit, je ne vous le redirai pas en allemand parce que je ne me souviens plus exactement des mots, mais même de l'intonation, mais je vais vous traduire. Et tous les déportés de droit commun sortaient des rangs. Alors, c'était des non-juifs, ceux-là. Et ils leur ont distribué des armes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Des SS donnent des armes à d'autres détenus des droits communs qui parfois avaient séjourné dans les camps depuis 4, 5, 6, 7 ans, qui étaient donc des détenus du gouvernement SS allemand. Et soudainement, les SS et eux se sont mis à nous mitrailler, en race campagne. Hop, ils ont arrosé. Comme ça, c'était l'extermination par la mitrailleuse. Ils ont arrosé. Voilà. Moi, dès que j'ai vu les armes se tourner vers moi, je me suis allongé par terre. Comme la neige tombait, elle m'a plus ou moins recouvert et je n'ai pas bougé. Et j'ai entendu les rafales de mitrailleuses passer au-dessus de moi, comme ça. Ils arrosaient. Et ça a duré pour moi, je fermais les yeux. J'ai fermé les yeux. J'ai attendu. Voilà. Alors j'ai entendu des cris, évidemment, les gens qui... Et voilà, et ça tombait comme des mouches. Et j'ai attendu. Je n'ai pas bougé. Et puis quand les SS sont partis, après avoir fait ce boulot, j'ai à peine esquissé un geste, j'ai regardé, j'ai vu personne. Je me suis levé. La nuit, c'était la nuit. En pleine forêt. Plein de cadavres. Je me suis levé, j'ai marché. Et miracle, mais miracle incroyable, je marche, je vois d'autres personnes marcher, et je tombe sur mon ami, dans une forêt. Sur mon ami, mon ange protecteur que je retrouve dans cette forêt, qui était avec 2 autres médecins dont je vous ai donné les noms tout à l'heure, 2 Tchèques, un médecin et un dentiste. On se retrouve, et un Polonais. On se retrouve un Polonais, mon ami, les 2 médecins, ça fait 4, et moi, on était 5. Et après une marche épuisante, très longue, on est arrivé à la sortie de ce bois. Et on est arrivé dans un petit village, dont je vous ai donné le nom, qui s'appelle Rybnik. Et on a aperçu une habitation, qui était une ferme. On s'est dit, on va risquer le tout pour le tout. On va entrer dans la ferme. On est entré dans cette ferme et on est monté dans la grange. Et tous les 4, nous nous sommes retrouvés dans cette grange. Et là, je me suis évanoui dans la paille. C'est mon ami qui m'a dit ça plus tard. Je me suis évanoui. J'ai perdu conscience. Donc je ne peux pas dire si j'ai dormi, combien de temps j'ai dormi, ce qui s'est passé. On était, tous les 5, pardon, je m'excuse, tous les 5, nous sommes montés, puisqu'on s'est retrouvés là. Et je me suis réveillé, et mon ami Maurice m'a dit, bah tu vois, on est là, on ne sait pas quoi faire. Alors, lui a parlé,
on se parlait en yiddish. Il a parlé au Polonais en lui disant vous devez connaître le polonais, vous pouvez parler à cette paysanne, vous pouvez descendre. Et il a dit ceci, moi, il ne faut pas que je descende, parce que j'ai le type juif, et tous ces gens-là sont des antisémites épouvantables, et c'est trop dangereux. Mon ami ne parlait pas le polonais, donc il n'y avait que les deux Tchèques qui eux, parlaient un petit peu polonais. Mal, mais parlaient un petit peu le polonais. Donc il a été décidé que l'un des deux descendrait. Effectivement, il est descendu. On a attendu. Je me souviendrai toujours ce spectacle aussi digne d'un film. Nous regardions à travers les interstices des planches. On regardait comme ça à travers l'interstice. On l'a vu descendre dans la cour de la ferme et aller à l'habitation. On l'a vu entrer dans l'habitation. C'est tout. Étrangement, d'ailleurs, on a entendu 10 minutes après 2 coups de feu. Alors, on s'est dit, voilà, c'est fini, il a été exécuté, il y a eu quelqu'un qui l'a tué. Alors on était encore figés, là, on s'est dit, c'est pas possible. On ne savait pas quoi faire, on a attendu, et on a vu remonter le médecin avec la paysanne et sa fille, et nous amener de la soupe et du pain. Eh bien, moi, c'est épouvantable. Quand j'ai vu la soupe fumée, je me suis évanoui. Je suis tombé. Un des moments les plus terribles, ça a été l'arrivée à la gare du Nord. Parce qu'il y a plein de gens qui attendaient, les gens. Et j'ai vu un homme de l'âge de mon père, qui attendait peut-être une fille de mon âge. Et moi, c'était pas mon père, et peut-être qu'il n'a jamais retrouvé sa fille. Et je suis arrivé au 159 rue du Châtelet-Rentier. Et ma mère m'attendait au 3e étage, à la fenêtre. Et quand je suis entré dans la cour, j'ai vu ma mère, qui était devenue toute blanche. Et voilà, elle a vu son petit garçon qui... Avec tous vos autres frères et sœurs, donc, qui étaient restés avec elle. Elle a vu son petit garçon qui rentrait seul, sans son mari, sans son autre fils et sans sa fille. Les gens qui vous touchent et qui sont touchés par ce problème, ils ne supportent pas. Enfin, ça a été mon expérience à moi. Et les autres, peut-être sont-ils indifférents, ceux qui peuvent entendre, ou moins concernés, ou peut-être tout simplement ça les ennuie, parce que ce n'est pas des histoires gaies. Alors, donc, quand je témoigne, je me rends compte que finalement je trie et que je raconte que des choses qui peuvent être intéressantes, excitantes. Par exemple, j'ai toujours commencé par écrire mon évasion, parce que c'est de l'action, parce que c'est du roman, parce que c'est un film d'aventure, c'est une histoire d'aventure et tout ça, héroïque, et bon. Mais raconter la misère, raconter le martyre, on ne peut vraiment le raconter qu'aux gens qui sont concernés et qui ont souffert dans leur chair ou dans leur famille, et ceux-là, ils ont du mal à vous entendre. Et quand je vous regarde, Claudine, je sens des fois que vous souffrez, et je vois votre visage, votre tresse altérée. Donc, quelque part, je sais que ce que je dis, c'est vrai.